Le vent salé de la Méditerranée fouettait le visage de Manon comme une gifle divine, tandis qu'elle trébuchait sur les planches disjointes de la jetée, les mains liées dans le dos par une corde rugueuse qui mordait sa peau. « Tu n'es pas ma fille, tu es une abomination » hurla sa mère, les yeux exorbités par une fureur biblique, en la poussant vers le bord où les vagues se brisaient avec une voracité affamée. Et dans un craquement sinistre, le téléphone de Manon, ce petit rectangle de verre et de métal qui contenait les murmures d'amour de Clara, vola en éclats contre un rocher, ses fragments scintillant comme des larmes gelées sous la lune barcelonaise. Manon avait toujours su que l'amour était une tempête, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il la noierait si vite. À 25 ans, dans les ruelles étroites de Barcelone, où les mosaïques de Gaudí dansaient sous le soleil implacable de Catalogne, elle avait rencontré Clara lors d'une exposition clandestine dans un atelier du quartier du Raval. Clara, avec ses cheveux noirs cascadant comme une nuit d'encre sur ses épaules fines, et ses yeux bruns qui semblaient porter les secrets des olives centenaires d'Andalousie, était une peintre en herbe, une âme rebelle qui transformait la douleur en couleurs vives sur des toiles volées. Manon, quant à elle, était arrivée de Paris un an plus tôt, fuyant une famille étouffante de la bourgeoisie lyonnaise, pour étudier la littérature à l'université de Barcelone. Ses cheveux blonds, coupés courts pour défier les conventions, et ses yeux verts hérités d'une grand-mère basque, brillaient d'une curiosité insatiable pour les ombres de l'Espagne, ce pays de passion contenue et d'explosion soudaine. Leur première rencontre fut un choc électrique. Manon errait entre les tableaux, un verre de sangria à la main, quand elle s'arrêta devant une œuvre de Clara, une femme nue, enlacée par des vignes épineuses, le regard tourné vers un horizon de mer déchaîné. « C'est toi, n'est-ce pas ?» murmura Manon sans réfléchir, sa voix tremblante d'une audace qu'elle ne se connaissait pas. Clara se tourna, un sourire en coin illuminant son visage olive, marqué par une cicatrice discrète au coin de la lèvre, souvenir d'une chute d'enfance dans les vignobles familiaux près de Tarragone. Peut-être. Ou peut-être que c'est nous toutes, celles qui osent aimer au-delà des chaînes. Elles parlèrent toute la nuit, assises sur le sol poussiéreux de l'atelier, partageant des cigarettes roulées main et des confidences sur Proust et Lorca, sur les amours interdites qui hantaient les pages jaunies des livres. Bientôt, leur idylle s'épanouit comme une fleur de jasmin dans les jardins cachés de la Sagrada Familia. Elles se promenaient main dans la main le long de la Rambla, ignorant les regards obliques des passants, ces ombres de la société catalane encore imprégnées de relents franquistes. Clara initiait Manon aux saveurs de l'Espagne, les tapas fumantes dans les bodegas sombres, le flamenco qui faisait vibrer leur cœur lors de soirées improvisées dans des tablaos du Born. Manon, en retour, lisait à Clara des extraits de À la recherche du temps perdu, sa voix française caressant les mots comme une brise de Seine égarée à Barcelone. « Tu es ma Madeleine, Clara » chuchotait-elle, en mordant dans un petit gâteau au citron, leurs lèvres se frôlant dans l'ombre d'un olivier centenaire. Mais l'amour, en Espagne, n'était pas toujours une fête. La famille de Manon, ces gardiens impitoyables de l'honneur provençal transplantés à Barcelone depuis des générations, veillaient comme des vautours. Son père, un avocat aux tempes grisonnantes et au costume impeccable, avait fui la France pour des affaires douteuses pendant la crise, s'installant dans une villa cernée de pins sur les collines de Tibidabo. Sa mère, une femme aux perles éternelles et aux lèvres pincées, rêvait d'un mariage arrangé avec un fils de banquier local. Quand elles découvrirent la vérité un soir où Manon avait oublié de verrouiller son téléphone, laissant un message explicite de Clara s'afficher sur l'écran familial, le ciel s'effondra. Ce fut d'abord les cris, dans le salon lambrissé de la villa, où les portraits d'ancêtres austères semblaient jugés depuis leur cadre doré. « Comment as-tu pu nous trahir ainsi ? Pour une femme ? Une étrangère, qui plus est ?» Son père la gifla, un revers sec qui fit voler ses lunettes sur le tapis persan. Sa mère pleura, non de tristesse, mais de honte, invoquant les saints et les voisins qui jaseraient. Manon, le cœur battant, tenta de défendre son amour. « C'est plus fort que moi, plus fort que tout. Clara est ma vie. » Mais les mots se perdirent dans la tempête de reproches. Ils la traînèrent dehors, dans la nuit tombante, vers la forêt dense qui bordait la propriété, un bois de chêne-liège où les ombres dansaient comme des fantômes de l'Inquisition. Là, sous la lune pâle qui filtrait à travers les branches tordues, son frère aîné, un colosse au regard fuyant, travaillant pour le père comme un chien fidèle, arracha le téléphone des mains de Manon. « Ça, c'est fini. Plus de poison. » D'un geste rageur, il le fracassa contre un tronc, les éclats de verre crissant comme des os brisés. Manon hurla, suppliant,
mais ils la bâillonnèrent d'un foulard de soie ironie cruelle, un cadeau de sa mère pour son dernier anniversaire. Puis, ils la jetèrent dans la voiture, direction la jetée abandonnée de Bogatel, ce môle délabré où les pêcheurs oubliés laissaient leurs filets pourrir au vent salin. Sur les planches pourries, l'air était lourd d'iode et de désespoir. Sa mère, les cheveux défaits pour la première fois de sa vie, la poussa vers le vide. « Saute, ou nous te jetons. Pour ton salut, pour le nôtre. » Les vagues rugissaient en bas, un abîme noir prêt à avaler les péchés. Manon, les yeux emplis de larmes, pensa à Clara à ses rires dans les marchés de la Boqueria, à ses caresses sous les étoiles de Montjuic. « Je vous hais », murmura-t-elle, avant que le premier coup de pied ne la déséquilibre. Elle bascula, l'eau froide l'engloutissant comme un linceul. Mais la mer, capricieuse, la recracha sur les rochers, blessée mais vivante. Trempée, haletante, elle rampa jusqu'à une cabine téléphonique rouillée ironie du sort, alors que son portable gisait en miettes dans la forêt. De là, d'une voix brisée, elle appela Clara. « Viens me chercher. Ils m'ont tuée, mais je respire encore. » Clara arriva en trombe, sa vieille City Ibiza brinque-ballant sur les routes côtières. Elle enveloppa Manon dans une couverture de laine, la serra contre elle comme si le monde entier pouvait s'effondrer. « On s'en va. Loin d'ici. » Elles fuirent vers le sud, vers les collines andalouses, où les amandiers fleurissaient en secret. Mais la blessure saignait toujours, pas celle du corps, mais celle de l'âme, gravée par la trahison familiale. Les mois suivants furent un exil doux amer. Elles s'installèrent dans une masia isolée près de Grenade, un refuge de pierre ocre entouré de cyprès sentinelles. Clara peignait furieusement, transformant la douleur en toiles écarlates où des femmes enlacées défiaient des tempêtes. Manon écrivait, ses mots coulant comme du vin de Jerez, des nouvelles sur des amours volés aux conventions. Leur lit était un sanctuaire, où les corps se mêlaient dans une danse lente, langoureuse, imprégnée de l'odeur de l'olivier et du jasmin. « Tu es ma jetée, Clara ?» murmurait Manon, traçant du doigt la courbe de son dos. « Le seul bord du monde où je veux plonger. » Pourtant, le passé rôdait. Des lettres anonymes arrivaient, tachées d'encre et de regrets fins. La mère de Manon, rongée par la culpabilité, envoyait des missives. « Reviens, ma fille. Nous avons péché, mais Dieu pardonne. » Manon les brûlait dans le foyer, les flammes léchant le papier comme une purification. Clara, plus pragmatique, insistait, « Ils ne changeront pas. L'Espagne est belle, mais ses racines sont amères. » Elle s'aimait avec une ferveur accrue, comme pour conjurer le sort, explorant les grottes de Nerja où les stalactites pleuraient des secrets millénaires, ou dansant sous la lune de Séville, ignorant les murmures des passants. Un soir d'orage, alors que la pluie martelait le toit de tuiles rouges, Manon s'effondra en sanglots. « Et si je suis brisée pour toujours ? Si le reine m'a volé une part de moi ?» Clara la berça, ses lèvres effleurant son front moite. « Alors nous recollerons les morceaux, tesselle par tesselle, comme un vitrail de la Alhambra. » Leur étreinte cette nuit-là fut un baume, un feu lent qui consumait les ombres. Mais au fond d'elle, Manon sentait la tempête revenir, une lettre plus récente, pliée avec soin, annonçant le retour imminent de son frère pour réparer les torts. Les années s'écoulèrent comme le Guadalquivir, paresseux et impétueux à la fois. Manon et Clara, désormais inséparables, avaient bâti une vie précaire mais lumineuse dans les Alpujarras, ces villages blancs accrochés au flanc de la Sierra Nevada comme des perles sur un collier de nuages. Manon publiait ses premières nouvelles dans des revues parisiennes underground, des récits de passion féminine qui faisaient rougir les critiques conservateurs. Clara exposait à Madrid, ses toiles ses hymnes à l'amour interdit attirant une clientèle bohème, des intellectuels au foulard fluide et au regard complice. Elle voyageait en été vers la Costa Brava, louant une cala isolée où le sable blond se mêlait à leur peau hâlée, leur rire fusant comme des mouettes au-dessus des vagues. Mais la trahison n'était pas seulement celle de la famille, elle s'insinuait partout. À Grenade, lors d'une fête de la Semaine Sainte, une voisine bigote surprit leur baiser volé sous un porche mauresque. Les rumeurs enflèrent comme une tramontane, les Françaises, avec leurs manières. Bientôt, des pierres traversèrent leur volet une nuit, et Clara, les poings serrés, dut retenir Manon d'une confrontation suicidaire. « Laisse-les. Notre amour est plus fort que leur peur. » Pourtant, au lit, les cauchemars hantaient Manon, la jetée, l'eau froide, le craquement du téléphone.
Elle se réveillait en sueur, agrippant Clara comme un naufragé sa planche. Le vrai coup de poignard vint d'un allié inattendu. Elena, une amie d'université de Manon, une Catalane aux cheveux roux et au sourire enjôleur, avait partagé leurs secrets lors de soirées arrosées au vermouth. Elena, qui se disait sororale, les avait même hébergés après l'incident de la jetée. Mais la jalousie, ce serpent andalou, rongeait son cœur. Amoureuse en secret de Manon depuis leurs années d'études, elle ne supportait plus d'être l'éternelle confidente. Un soir, lors d'une expo de Clara à Valence, Elena murmura à l'oreille d'un journaliste influent. Leur histoire ? Un scandale monté de toutes pièces. Manon est instable, Clara manipulatrice. Les articles fusèrent, venimeux, l'amour lesbien, fiction ou folie. Clara, blessée au vif, confronta Elena dans un café bondé du quartier de l'Eixample. Pourquoi ? Nous t'avons fait confiance. Elena, les yeux baissés sur sa tasse de café noir, balbutia, parce que je t'aime, Manon. Et que toi, tu ne me vois pas. La trahison coupa comme une lame de Tolède. Manon, apprenant la nouvelle, se replia sur elle-même, doutant pour la première fois de leur bulle. Et si tout n'était qu'illusion ? Si même nos amis nous poignardent ? Clara, les larmes aux yeux, la serra contre elle sur le balcon surplombant la mer en non. Notre amour est vrai, forgé dans le feu. Les autres ? Des ombres passagères. Pour guérir, elles partirent en retraite dans les Bardenas réales, ce désert aride de Navarre où le vent sculpte les roches en cathédrales érodées. Là, sous un ciel étoilé impitoyable, elles se racontèrent tout, les peurs d'enfance, les désirs refoulés. Manon confessa son enfance étouffée à Lyon, entre messes obligées et attente d'un prince charmant imaginaire. Clara avoua les amours passés avec des garçons du village, masque pour cacher son cœur tourné vers les filles. Leurs corps, nus sous la lune, se fondirent dans le sable chaud, une union sacrée comme un rituel païen. Je te choisis, encore et encore, jura Clara, ses doigts traçant des serments sur la peau de Manon. De retour à Grenade, la vie reprit, mais avec une armure invisible. Elles fondèrent un petit cercle littéraire, la Solvidada, où des femmes de tous horizons partageaient poèmes et témoignages sur l'amour au féminin. Des lesbiennes gitanes aux intellectuelles madrilènes, elles tissaient un filet de solidarité contre les tempêtes sociales. Manon y trouva une voie, écrivant un roman semi-autobiographique, Jeté d'amour, qui devint un murmure underground en Espagne, traduit en français par une éditrice amie de Paris. Clara illustra l'édition, ses pinceaux dansant sur les pages comme des amantes enlacées. Pourtant, le passé familial ressurgit comme une marée montante. 10 ans après la nuit fatidique, une enveloppe cachetée arriva, la mère de Manon, veuve désormais, implorait une rencontre. « Je suis seule, ma fille. Ton père est parti, emportant sa colère. Viens, pardonne-moi avant que la mort ne m'emporte. » Manon, le cœur serré, montra la lettre à Clara. Que faire ? La haine m'a libérée, mais le pardon. Est-ce une chaîne ? Clara, pragmatique et tendre, posa sa main sur la sienne. Va. Pas pour elle, pour toi. Et je serai là, à tes côtés. La rencontre eut lieu dans un couvent restauré près de Montserrat, ces montagnes mystiques où les moines chantaient encore en grégorien. La mère de Manon, vieillie prématurément, les cheveux blancs noués en chignon sévère, les attendait dans un jardin de rosiers émondés. Ses yeux, autrefois fous de rage, étaient noyés de regret. Manon. Ma petite. J'ai prié, j'ai pleuré. Ce que nous t'avons fait. C'était la peur, l'ignorance d'une époque qui nous enchaînait tous. Manon, debout à côté de Clara dont la main serrait la sienne comme un ancrage, sentit les larmes monter. Vous m'avez jeté à la mer, maman. Littéralement. Pour qui j'aime. La mère s'agenouilla, un geste improbable pour cette femme de fer. Pardonne-moi. Et toi, Clara. Merci de l'avoir sauvée. De l'avoir aimée quand nous ne pouvions pas. Clara, stoïque, hocha la tête. L'amour n'est pas un crime. C'est une grâce. Elles parlèrent des heures, dévidant les fils d'une vie brisée, les non-dits de l'enfance, les silences assassins. Au crépuscule, un semblant de paix s'installa, fragile comme une toile d'araignée sous le vent. Manon embrassa sa mère sur le front ridé.
Je te pardonne. Mais n'oublie pas, je suis entière, avec Clara. De retour à la Masia, Manon écrivit frénétiquement, canalisant cette réconciliation en chapitres poignants. Leur amour, renforcé par les épreuves, fleurit à nouveau, des dîners aux chandelles avec des amis du cercle, des escapades à Tolède où les synagogues mudéjar inspiraient Clara à de nouvelles toiles. Mais le destin, ce farceur espagnol, réservait encore un tour. Le cercle La Solvidada grandit, devenant un phare pour les âmes errantes de l'Espagne post-franquiste. Des ateliers à Séville aux lectures publiques à Bilbao, Manon et Clara irradiaient une lumière romantique, humaniste, où l'amour lesbien n'était plus un tabou mais une poésie vivante. Manon, désormais trentenaire, avait les cheveux blonds striés de fils d'argent précoce, marque des nuits blanches à noircir des pages. Ses yeux verts, plus profonds, portaient la sagesse d'une femme qui avait frôlé l'abîme. Clara, avec ses boucles noires grisonnantes aux tempes, peignait des fresques murales dans des centres communautaires, des allégories de résilience où des femmes tendaient la main à travers des forêts sombres échos subtils à celles de Tibidabo. Leur vie intime, elle, restait un havre de sensualité française transposée en terre ibérique, des bains de lait de chèvre dans les thermes romains de Carthagène, des murmures en provençal mêlés à du castillan chantant. « Mon amour, tu es le sel de ma mère », susurrait Clara, ses lèvres effleurant la nuque de Manon lors de siestes paresseuses sous les figuiers. Mais la trahison d'Héléna avait laissé une cicatrice, la confiance, une fois brisée, se raccommodait mal. Quand Héléna réapparut, repentante, lors d'une lecture à Valence une femme usée par les ans, les traits tirés par des amours solitaires, Manon hésita. Pourquoi maintenant? Héléna, voix chevrotante, confessa, la jalousie m'a mangée vive. J'ai perdu tout, ami, travail. Laisse-moi réparer. Clara, généreuse dans sa douleur, plaida pour le pardon. Nous ne sommes pas des juges, Manon. Laisse-la entrer, doucement. Elles l'invitèrent à un dîner dans leur masia, où l'agneau rôti embaumait l'air de thym sauvage. Les mots coulèrent, après libérateur, excuse, larmes, rire nerveux sur les folies de jeunesse. Héléna promit, je serai votre sœur, rien de plus. Et pendant un temps, ce fut vrai. Elle contribua au cercle, organisant des événements à Barcelone, reliant les exilés internes de Catalogne aux voix basques émergentes. Mais le serpent, une fois apprivoisé, pouvait mordre à nouveau. Lors d'une retraite dans les picots de Europa, ces pics karstiques où les loups hurlaient encore la nuit, Héléna vola un manuscrit inachevé de Manon Écho de Jeté, un roman sur la rédemption familiale. Publié sous pseudonyme par une maison d'édition rivale à Madrid, l'œuvre devint un scandale, inspirée de faits réels, clamait la jaquette, exposant les détails crus de la nuit fatidique. Les journaux titrèrent « La lesbienne jetée, fiction ou confession ?» La famille de Manon, alertée, ressurgit en force. Le frère, désormais veuf et rongé par le remords, appela « C'est notre honte à tous. Retire ça, ou nous irons au tribunal. » Manon, anéantie, erra dans la forêt des picots, les branches griffant son visage comme des reproches. Clara la retrouva au bord d'un précipice, les yeux fixés sur le vide. « C'est fini. Tout ce que j'ai bâti. Volé, trahi. » Clara la tira en arrière, la serrant jusqu'à ce que leur cœur batte à l'unisson. « Non. C'est notre force. Nous irons à Madrid, nous combattrons. » Le procès fut un cirque médiatique, avocats en costume sombre dans les couloirs du Palacio de Justicia, flash de paparazzi illuminant les larmes de Manon. Héléna, confrontée, s'effondra en sanglots, « J'ai voulu être toi, Manon. Ton talent. Ton amour. » Condamnée à des dommages et intérêts, elle disparut, ombre repentie dans les brumes galiciennes. La victoire fut douce amère. Écho de Jeté grimpa dans les ventes, mais au prix d'une exposition cruelle. La mère de Manon, alitée désormais dans une clinique de Tarragone, envoya un ultime appel, « Viens, avant la fin. Supplie pour moi, non l'inverse. J'ai tout perdu en te perdant. » Manon, guidée par Clara, partit seule cette fois, traversant l'Espagne en train, les paysages défilant comme des souvenirs flous, vignobles de la Rioja, cathédrale gothique de Burgos. À Tarragone, dans la chambre aseptisée où l'odeur de camomille masquait celle de la mort, sa mère gisait, frêle comme une feuille d'automne. « Ma fille. J'ai lu ton livre.
C'est moi, la monstre. Manon s'assit au bord du lit, prenant la main ridée. Non, maman. Juste une femme effrayée. Comme je l'étais. Elles parlèrent de tout, des robes de communiantes, des premiers émois secrets, de l'Espagne qui changeait, lentement, avec les mariages arc-en-ciel à Madrid. Clara. Dis-lui que je l'accepte. Quelle est ta famille? Les larmes coulaient, libératrices. Quand la mer s'éteignit au lever du soleil, Manon sentit un poids s'envoler pas la joie, mais une paix humaniste, forgée dans le feu du pardon. De retour auprès de Clara, elle murmura, « C'est fini, le passé. Seulement nous. » Leur étreinte, sous les étoiles d'Alpujara, fut une renaissance, corps entrelacés, souffle mêlé, un amour mature, ancré comme les racines des oliviers millénaires. Pourtant, le destin tissait encore. Une lettre anonyme arriva, le frère, rongé par le cancer, suppliait une visite. Pour clore le cercle. Manon, hésitante, consulta Clara. Allons-y. Ensemble. Pour humanité, pas pour vengeance. Elles partirent pour Barcelone, revisitant la jetée de Bogatell rénovée désormais, un lieu de mémoire pour les oubliés de la dictature. Le frère, amaigri, les attendait sur un banc, les yeux vitreux. J'ai fracassé ton téléphone. Ta voix. Pardonne-moi, petite sœur. Manon, la gorge nouée, posa la main sur son épaule. C'était hier. Aujourd'hui, je suis libre. Clara, silencieuse, observa, son amour comme un bouclier. Le frère mourut une semaine plus tard, léguant à Manon la villa de Tibidabo, ironie cruelle, transformée en refuge pour femmes LGBTQ+, grâce à un testament dicté dans l'urgence. Manon et Clara en firent un havre, atelier d'écriture, exposition, thérapie. De la haine à la guérison, dit Clara en inaugurant les lieux, une toile géante suspendue, deux femmes sur une jetée, main dans la main, face à un horizon serein. Les saisons tournèrent, emportant les ombres vers l'oubli. À 35 ans, Manon et Clara étaient devenues des figures discrètes mais influentes de la scène culturelle espagnole, leur voix portant l'écho d'un féminisme lesbien teinté de romantisme proustien et de lyrisme lorquien. Le refuge de Tibidabo, rebaptisé La Jetée des âmes, bourdonnait de vie, jeunes artistes fuyant l'homophobie rurale, migrantes d'Amérique latine cherchant asile dans l'amour. Manon y enseignait l'écriture, ses ateliers emplis de mots crus et tendres, où les participantes osaient nommer leurs désirs. Clara décorait les murs de fresques vivantes, des scènes de femmes enlacées sous des cieux catalans, symboles de résilience. Leur amour, lui, avait mûri comme un Quérès réserva, profond, corsé, avec des notes de nostalgie douce. Elle voyageait moins, préférant les veillées au coin du feu, où Manon lisait des extraits de son nouveau roman, une saga familiale recomposée, où la trahison cédait à la réconciliation. « Tu es mon fil rouge, Clara », murmurait-elle, levée contre son épaule, tandis que la pluie tambourinait sur les vitraux restaurés de la villa. Clara, les yeux mi-clos, caressait ses cheveux, « Et toi, ma muse éternelle. Sans toi, je peindrais des gris. » La dernière trahison, subtile, vint de l'intérieur. Une bénévole du refuge, une étudiante andalouse nommée Sophia Yeux-Noirs comme l'ébène, sourire espiègle, s'éprit follement de Clara lors d'un atelier. Jalouse de leur intimité, elle falsifia des comptes, détournant des fonds pour un projet personnel, une expo solo qui copiait les motifs de Clara. Découverte, Sophia pleura, c'était pour être vue, comme vous. Pas pour blesser. Manon, lasse des cycles de douleur, choisit la clémence, apprend. L'amour ne se vole pas. Clara, touchée, organisa une vraie expo pour Sophia, canalisant la trahison en mentorat. Ce fut le catalyseur d'une introspection profonde. Lors d'un pèlerinage à Santiago de Compostela, chevauchant les sentiers du Camino sous un ciel galicien pluvieux, elles parlèrent de l'avenir. Et si nous adoptions? Pas un enfant, mais une cause plus grande. Manon, essuyant la boue de ses bottes, sourit, oui. Un livre pour les générations futures. Sur nous, sur la jetée qui n'a pas tué l'amour. Clara acquiesça, son pinceau imaginant déjà la couverture, une mer apaisée, deux silhouettes enlacées. Le roman, Téléphone brisé, cœur uni, sorti en tandem, texte de Manon, illustration de Clara. Il devint un best-seller, traduit en 10 langues,
touchant des cœurs de Lisbonne à New York. Les invitations affluèrent, festival à Cannes, où leur histoire inspira un court-métrage, conférence à Berlin, où elles plaidèrent pour une Espagne inclusive. Mais elles revenaient toujours à Tibidabo, ancrées dans leur bulle. Un soir d'été, 20 ans après la nuit maudite, elles revinrent sur la jetée de Bogatel, désormais un mémorial aux victimes de l'intolérance, avec une plaque discrète, pour celles jetées, mais qui ont nagé. La mer scintillait sous la lune, calme comme un miroir. Manon, cheveux courts poivre et sel, serra la main de Clara, dont les boucles grises dansaient au vent. Regarde, nous sommes là. Vivante, aimante. Clara l'embrassa, un baiser salé de souvenirs. Et c'est une victoire, ma chérie. Humaniste, éternelle. La famille, ou ce qu'il en restait cousins repentis, neveux curieux, visitaient parfois le refuge, apportant des gâteaux de la Boqueria comme offrande maladroite. La mère et le frère, dans leurs tombes ombragées de cyprès, avaient trouvé, espérait-elle, la paix. Manon, dans ses derniers chapitres, écrivit « La trahison forge, le pardon libère. L'amour, lui, transcende. » Et sous les étoiles de Barcelone, avec Clara endormie contre elle, elle sut que leur histoire, dramatique et romanesque, était un hymne à l'humanité, fragile, blessée, mais infiniment belle. Ainsi s'achevait leur odyssée, non en apothéose triomphale, mais en quiétude profonde, un happy end teinté de mélancolie française, où les cicatrices deviennent constellations.